Donc l'objectif, ça va être de vous présenter 5 indicateurs qui sont beaucoup utilisés dans le monde de la satisfaction. La satisfaction client ou salarié, B2B ou B2C, on essaiera d'aborder un petit peu ces aspects-là sous différents prismes. Et donc on regardera un petit peu tout ça ensemble. Donc voilà, donc on va encore se laisser une petite minute le temps que les personnes arrivent. Donc pour les derniers qui viennent d'arriver, comme je le disais, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible en direct. Autre question que l'on nous pose assez régulièrement aussi, le document, le support de présentation sera envoyé à tous les participants, mais après la présentation. Donc je vous l'enverrai directement et personnellement par email. Le but étant que vous puissiez suivre pendant le webinar et puis de pouvoir vous repencher dessus après. Pour d'autres, si jamais vous souhaitez aussi utiliser le replay, si vous êtes dérangé en cours de route pendant le webinar, donc le webinar est disponible pendant de nombreuses semaines en replay, donc vous pourrez revoir certains aspects si vous êtes dérangé au milieu du webinar par un appel, un collaborateur ou autre. On sait comment ça se passe dans les entreprises, c'est toujours possible, donc du coup de le revoir plus tard. Donc voilà, donc on va attendre juste encore quelques petites secondes et puis on va commencer par la suite. Donc visiblement tout le monde a une bonne qualité. Je salue les derniers qui sont arrivés. On va entendre encore un petit peu quelques secondes et puis on démarrera ensuite. Donc ce webinaire on va durer environ 30 minutes. Et comme je vous disais, ça va dépendre aussi des questions que vous avez. Généralement c'est un webinaire où vous êtes assez actif, donc du coup on va voir un petit peu les questions que vous avez à poser en cours de route. Donc voilà, donc ce que je vous propose, il est 15 h, on va maintenant démarrer directement. Donc le webinaire du jour s'appelle les 5 indicateurs en satisfaction client. Donc pour me présenter à vous, donc je suis Joanne Duranton, je suis directeur commercial dans la société Vocasa. Vocasa, pour faire une présentation en quelques secondes, c'est une société qui édite un logiciel et des solutions pour les enquêtes et particulièrement pour la satisfaction, notamment la satisfaction en digital, et tout ce qui est écoute client, notamment l'écoute client en continu à base de questionnaires. On a plus de 15 ans d'expérience sur le domaine, plus de 1000 clients, et on fait partie d'un groupe également qui agit à l'international, un groupe français qui agit à l'international. On a 3 grandes offres. Une première offre qui s'appelle le Survey Manager, qui permet à nos clients d'être autonomes sur la création de leurs enquêtes, de leurs questionnaires. On a une seconde offre qui s'appelle Feedback Automation, dont là l'objectif est de s'interfacer, de s'interconnecter avec vos CRM, vos ERP pour envoyer les enquêtes en continu directement, donc c'est ce qu'on appelle les enquêtes à chaud. Et puis on a après des solutions clés en main avec des consultants qui vont être là pour vous aider à bien réaliser vos projets. Donc voilà, comme je vous avais dit, je fais très court sur nous. L'objectif, c'est surtout de parler de ces 5 indicateurs indispensables en satisfaction client. Tout d'abord, on va commencer par le début. Qu'est-ce qu'un indicateur? Puisqu'on n'a pas forcément tous la même interprétation selon les entreprises dans lesquelles on travaille. Un indicateur, ou ce qu'on appelle aussi un KPI, c'est quelque chose qui va vous servir dans votre entreprise à prendre des décisions. Ça va être par exemple l'estimation d'un taux de réussite sur un projet, ça va être le nombre de problèmes non résolus, ça va être les ressources allouées, le coût du travail, le taux de complétude d'un projet, l'acquisition de prospects, un taux de transformation, etc. Donc ça va dépendre dans le service dans lequel vous êtes, si vous êtes aussi au niveau comité de direction, au comité de pilotage par exemple, donc ça va dépendre un petit peu de ces critères-là. Ils ont un dénominateur commun, ces indicateurs, c'est qu'ils doivent servir à prendre des décisions, et ils permettent aussi de définir et d'observer l'évolution de la stratégie d'une entreprise. Donc c'est vraiment pour faire du pilotage généralement. Un bon KPI il aura des objectifs organisationnels principalement, et nous, ce que l'on va voir principalement dans ce webinaire, ce sont les KPI liés à la satisfaction. Pourquoi mettre en place des KPI dans une entreprise? Tout simplement, c'est très important parce que sinon on fait du pilotage à vue de nez ou avec des bruits de couloir. Donc c'est très important évidemment de bien définir les KPI qui vont vous servir. Mais il faut faire attention aussi à ne pas trop les multiplier. Alors évidemment, quand on est Airbus par exemple, on peut se permettre d'avoir 100 KPI.
Quand on est une PME, c'est beaucoup plus rare d'avoir 100 KPI, sinon c'est qu'on les a mal définis. Donc là, on va voir véritablement ceux qui sont liés à la satisfaction. Pourquoi mettre en place des KPI et des indicateurs? Ça accélère la prise de décision, ça réduit les risques de mauvais choix par rapport à un pilotage, comme je vous l'ai appelé, à vue de nez tout à l'heure, ou en bon patron aussi. Ça favorise le travail en équipe avec des objectifs qui sont du coup partagés, que l'on peut mesurer grâce aux KPI. Donc ça permet aussi d'avoir un pilotage managérial. Ça permet de mettre en valeur la performance vis-à-vis de la stratégie, et notamment la performance vis-à-vis de l'adéquation à la stratégie de l'entreprise. Donc ça, ce sont des critères évidemment très importants. Vos KPI, 4 règles assez simples. Ils doivent être exploitables par tous, donc c'est-à-dire aussi mis à disposition de tout le monde. Ils doivent être mesurables dans le temps. La notion temporelle est importante. Ils doivent mesurer un objectif réaliste. Et enfin, ils doivent permettre de conduire l'action visant à l'amélioration. Donc ça, ce sont vraiment 4 éléments très importants, fondamentaux sur la façon dont vous avez de faire et de produire vos KPI. Là, que ce soit des KPI de satisfaction client, de commerce, etc., ces 4 règles seront toujours valables. Donc nous, comme je vous l'ai dit, on va surtout s'attacher à la satisfaction. La satisfaction, je vous ai repris une définition marketing très simple, c'est un sentiment de plaisir ou de déplaisir qui naît de la comparaison entre des attentes préalables et une expérience de consommation, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la satisfaction. Nous, évidemment, la satisfaction, comme je vous l'ai dit en démarrage, en préambule, c'est l'un de nos métiers principaux. Et dans les entreprises, comment est-ce qu'on mesure la satisfaction? La satisfaction, elle est mesurée de plusieurs manières. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les études mystères. C'est-à-dire qu'on va envoyer un faux client à l'intérieur de votre magasin, de votre système de production ou autre, pour un petit peu auditer, avoir des informations et voir si cette personne-là peut être satisfaite. On a les enquêtes. C'est ce qui est évidemment le plus utilisé pour faire remonter de la satisfaction. Et comme je le disais en préambule, c'est ce qui est notre métier aussi. On a le suivi des sites d'avis clients. Donc ça aussi, ça fait partie de nos métiers et de nos champs de compétences. Et tout ce qui est les avis aujourd'hui sont éminemment importants pour mesurer aussi de la satisfaction. On a l'analyse des réclamations, des incidents. Donc ça peut se passer notamment dans un centre d'appel ou autre, d'avoir des analyses sur la réclamation, les incidents, les non-clôtures de ce qu'on appelle des tickets ou des cases dans les entreprises. Et on peut aussi avoir l'utilisation d'un panel. Un panel notamment de clients types ou alors de projections que l'on pourra avoir sur un type de client. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui les plus utilisés c'est les enquêtes, depuis même toujours, mais les autres aussi peuvent être utilisés de façon plus ou moins ponctuelle. Bien choisir ses KPI en satisfaction. Bien, on va reprendre un petit peu les critères qu'on a vus tout à l'heure, mais on va les simplifier en 3 critères. Il doit être facile à construire. Ça c'est le premier élément qui est important. Deuxième élément, il doit être facile à collecter, puisque généralement un KPI, il est bon quand il est en continu. Donc ça doit être facile à collecter, ça ne doit pas prendre de ressources fortes en interne pour vous. Et enfin, il doit être facile à comprendre, facilement intelligible par tous, c'est ce qui va le rendre efficace. Souvent dans la simplicité, on retrouve l'efficacité, et le fait que tout le monde dans l'intérieur de l'entreprise puisse bien le comprendre est un des points clés de la réussite d'un KPI ou d'un indicateur. Alors pour Michel, sur les slides, je peux le remettre, mais vous l'aurez en fait à disposition. Je ne sais pas si vous étiez là au début, donc vous aurez tous les slides à disposition. On nous a souvent posé la question, est-ce qu'il y a un impact entre ce qu'on appelle l'écoute ponctuelle, c'est-à-dire le fait d'écouter à un instant T et de faire une photographie de la satisfaction, versus ce qu'on appelle l'écoute en continu, c'est-à-dire le fait d'avoir des KPI qui s'auto-alimentent. Donc oui, très clairement, il y a un gros impact puisque tout simplement, les KPI, ils ont une vocation, comme je l'ai dit au démarrage, temporelle, et donc à être mis à jour en permanence. Un bon KPI se met à jour au quotidien, à la semaine, au mois, au trimestre, selon l'activité dans laquelle vous êtes. Évidemment, si vous êtes un e-commerçant, que vous vendez 50 000 colis tous les jours, vos KPI vont être mis à jour quotidiennement et pas trimestriellement, comme ça pourrait être le cas chez un vendeur de voitures, par exemple, chez un concessionnaire automobile.
Autre élément, est-ce qu'il y a de l'impact si je fais du B2B ou du B2C? Je résume toujours ici. B2B, c'est business to business. Je suis une entreprise, je vends à une autre entreprise. B2C, je suis une entreprise qui vend à des consommateurs directs. On nous a souvent posé la question. Il y a peu d'incidence. En tout cas, sur les KPI que je vais vous présenter, entre le monde B2B et le monde B2C, les KPI que je vais vous présenter sont valables véritablement pour les deux. On va voir le premier. Le premier KPI, c'est ce qu'on appelle le CSAT. Le CSAT, vous l'utilisez peut-être sans savoir son nom. C'est l'un des plus répandus. Et sa définition, elle est très très simple. C'est tout simplement une simple question. Quel est votre niveau de satisfaction dans une enquête? Très satisfait, satisfait, insatisfait, très insatisfait, ou une échelle de 0 à 10 par exemple. Et on va tout simplement ajouter, c'est une simple addition, les très satisfaits avec les satisfaits pour calculer le CSAT. Donc quand vous entendez à la télé 97% de nos clients sont satisfaits, c'est un CSAT généralement qui a été fait. Donc là, on peut avoir des échelles différentes, donc sur les notions de pondération, vous voyez au milieu du slide, soit ça va être des échelles, alors de 1 à 4, c'est assez rarement le cas, ça peut être aussi des échelles de 0 à 10, ou alors de 0 à 100 si on veut avoir une granularité un petit peu plus fine. Alors Mohamed me pose une question, est-ce que ces KPI pourront servir pour évaluer l'expérience client? Bien sûr, tout à fait. Donc ça, l'expérience client, on est vraiment dans ce thème-là. Le CSAT, le NPS, le Customer Effort Score qu'on verra aussi, ça sert à piloter évidemment l'expérience client. Le CSAT, comment on lit et comment on l'interprète? Il est très facile à lire. Là, je vous en affiche un par un exemple dans un graphique. Ce graphique-là affiche que l'on a 82,1% de clients satisfaits qui sont tout simplement la simple addition des clients satisfaits avec les clients très satisfaits. Il est intéressant, mais il faut faire attention à son interprétation. C'est-à-dire que on va prendre le parti de j'ai 90% de mes clients qui sont satisfaits. Comme on fait une addition entre deux pondérations différentes, donc les satisfaits et les très satisfaits, il faut faire attention à sa lecture évidemment, parce que si je suis une entreprise qui a 20% de clients très satisfaits et 70% de clients qui sont seulement satisfaits, ça aura moins de valeur que si j'ai 70% de clients très satisfaits et 20% de clients satisfaits. Donc ça, toujours bien prendre en compte cet élément-là dans la granularité de la réponse et dans ce qu'on peut aller chercher à interpréter évidemment. Pour Michel, différence avec le NPS, on va y arriver, il n'y a pas de souci. Donc globalement, cet indicateur de CSAT, il permet de définir la satisfaction de vos clients sur un ou plusieurs critères et de le faire sur des enquêtes en continu va permettre de mesurer les évolutions et les tendances de cet indicateur. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire que faire une enquête une fois, c'est très bien. Avoir une récurrence dessus et mesurer les évolutions, c'est ce qui va avoir de la valeur ajoutée pour vous. Donc Michel nous avait fait la transition. Donc le NPS, ce qu'on appelle le Net Promoter Score. C'est l'un des plus utilisés actuellement, mais c'est déjà quelque chose qui n'est plus une tendance. Hein. C'est une lame de fond sur le Net Promoter Score. C'est très utilisé depuis 5 ans maintenant. Et c'est répandu un petit peu trop parfois, puisque des fois on l'utilise à mauvais escient aussi. Le Net Promoter Score, c'est un indicateur qui mesure la propension des clients à recommander une marque. Donc on n'est plus tout à fait sur de la satisfaction pure et dure, on est sur de la recommandation. On part du principe que lorsque nous aimons un produit ou une entreprise particulière, on aime bien le faire partager à nos proches, nos collègues, nos amis, etc. Et le Net Promoter Score se base là-dessus. Donc certains vont pouvoir vous vendre ça comme étant quelque chose de très pointu, etc. Non, c'est très simple, le NPS, et c'est ce qui fait sa force. C'est une simple question là encore. La question est la suivante. Recommanderiez-vous notre produit, service, marque à vos amis ou collaborateurs? Et c'est une échelle de 0 à 10. Je le répète, c'est une échelle de 0 à 10. Je le redis encore une fois, c'est une échelle de 0 à 10. Ce n'est pas une échelle de 1 à 10, ce n'est pas non plus une échelle de 0 à 9, c'est encore moins une échelle sur 4 critères et c'est encore moins un oui-non. Le vrai NPS se base sur une échelle de 0 à 10. Donc si vous voulez comparer votre Net Promoter Score avec celui d'autres entreprises, il faut que vous partiez sur le standard. La pondération, elle est très simple et très facile à comprendre. Si votre client vous met de 0 à 6, on va le considérer comme étant un détracteur potentiel de votre marque. S'il vous met 7 ou 8, il va être considéré comme une personne neutre, c'est-à-dire qu'il ne va ni parler en mal de vous ni en bien de vous. S'il est
9 ou 10 dans la réponse, il va être considéré comme étant un promoteur potentiel de votre marque. Le calcul, il est très simple, c'est le pourcentage des promoteurs auquel on soustrait le pourcentage des détracteurs pour nous donner le NPS. Du coup, c'est un score qui va varier de moins 100 à plus 100. Je le répète encore, c'est un score, c'est pas un pourcentage, c'est un score qui varie de moins 100 à plus 100 du fait de ce calcul-là. On va le résumer par un petit schéma qui permet d'avoir une bonne vision. Donc de 0 à 6, considérés comme potentiel détracteurs de la marque, 7 et 8 comme étant des gens neutres, 9 et 10 comme étant des promoteurs potentiels. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un indicateur qui est américain à la base, hein, comme beaucoup de choses souvent dans nos milieux. Il faut bien voir que ici, quand vous avez 8, quand quelqu'un vous a mis 8, si on prend notre réflexion latine, qu'on a tous un petit peu en tête, les notes qu'on a eues au baccalauréat, 8 fois 2, si on va avoir une note sur 20, ça fait 16. Nous, au baccalauréat, quand on a 16, on a une mention très bien. Là, ici, on est neutre, on est considéré comme neutre. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est vraiment que ça vient juger d'un niveau d'excellence, donc les notes 9 et 10, parce que seules les personnes qui vous auront jugé comme un niveau excellent, donc supérieur même aux attentes, vont être d'une proportion, vont avoir envie, évidemment, de parler et de recommander votre marque. Voilà un petit peu l'explication de cette pondération-là. Comment on lit et comment on interprète un Net Promoter Score? Comme je vous l'ai dit, c'est une note qui va de moins 100 jusqu'à plus 100, et donc c'est un score. Et en l'occurrence, on va avoir des scores qui sont assez liés justement à des critères géographiques. On nous pose souvent la question là-dessus. Le Net Promoter Score, il est souvent moins bon en France que ce qu'il est dans les pays anglo-saxons ou germaniques, par exemple. Parce qu'en France et dans les pays latins en général, donc en Italie, en Espagne, même en Grèce, c'est un petit peu le cas, on a tendance à noter plus durement, à être plus critique sur les choses. Donc nous, on le constate dans les enquêtes mondiales ou européennes que l'on peut conduire. C'est des éléments factuels qui se voient. Généralement aussi, on va l'utiliser pour être un déclencheur d'alerte dans les entreprises. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un vous a mis une note de 2 ou de 3 ou de 0, ça va envoyer automatiquement une alerte à votre service client et vous allez du coup gérer votre client, notamment quand on fait du B2B, parce qu'en B2B, évidemment, les paniers moyens sont plus importants, donc il est hyper important de réagir très rapidement sur des gens qui seraient prêts à parler mal de votre marque, parce qu'évidemment, s'ils se répandent sur les réseaux, ça peut avoir un effet boomerang assez néfaste pour vous. Ce qui est important aussi de voir, c'est que très souvent, le Net Promoter Score, il est bon de le compléter avec une question ouverte pour avoir un petit peu plus d'éléments, parce que vous allez le voir là aussi, la première année, quand vous allez le mettre en place, vous allez être content, vous allez avoir plein d'informations, et puis en deuxième temps, c'est que vous allez avoir besoin de creuser, de connaître les motivants, de connaître au contraire les éléments détracteurs pour vous, et donc de savoir ce sur quoi vous allez appuyer pour vous améliorer. Donc très souvent, nous on recommande évidemment de mettre une petite question ouverte à côté pour avoir un petit peu plus de qualitatif. Donc voilà, donc ça c'est des petits éléments qui vont vous permettre de le lire et de l'interpréter. On nous pose aussi souvent cette question-là de savoir à partir de quand un NPS il est bon. Nous, ce que l'on indique à nos clients en tous les cas, c'est qu'un bon Net Promoter Score en France se situe au-dessus de 20. Avoir un Net Promoter Score positif, c'est déjà très très bien généralement. Être au-dessus de 20, dans les pays latins et particulièrement en France, c'est déjà un critère d'excellence. Quand vous êtes au-dessus de 40, c'est que vous êtes très très bon. Quand vous êtes au-dessus de 70, c'est que vous êtes vraiment exceptionnel. C'est assez rare là-dessus, mais nous on le remarque, hein, avoir une note de 20, c'est déjà très très pertinent. Alors j'ai une question, est-ce que comme pour les différences entre les niveaux d'indicateurs à l'échelle mondiale, il y a aussi des différences entre l'Île-de-France et le reste de la France? Alors oui, il peut y en avoir. On ne va pas faire le combat province-Île-de-France, mais en effet, il peut y avoir des disparités. Là encore, ça dépend des produits, ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'on vend. Si on vend des maillots de bain dans des endroits, à côté des plages, etc., ça va avoir une forte incidence. Si on s'appelle Apple ou Amazon, ça n'aura pas forcément d'incidence. Pourriez-vous expliquer le moins 100 et plus 100? Cela signifie 100 points et plus de 100 points. En fait, comme le Net Promoter Score est une soustraction des détracteurs versus les promoteurs, forcément la note que l'on peut avoir peut aller de moins 100 si on n'avait que des détracteurs, jusqu'à plus 100 si on n'avait que des promoteurs.
Donc c'est le mode de calcul qui veut ça, tout simplement. Donc là, il y a quelques exemples sur les Net Promoter Score dans différentes industries en France, pour vous montrer un petit peu là où ça se situe. Donc on voit par exemple que les services Internet sont ceux qui ont les moins bonnes notes dans cet exemple-là, alors que tout ce qui était notamment l'industrie des smartphones, des télévisions, c'était ce qui avait un petit peu les meilleures notes. Je vous ai mis quelques exemples également de Net Promoter Score un peu mondiaux. Donc on voit des marques qui ressortent assez fortement, donc des marques comme Tesla, comme Apple. Donc Tesla par exemple, quand il y a eu quelques affaires sur eux, ils avaient plongé, puis ils sont remontés. Facebook par exemple a plongé considérablement avec toutes les révélations qu'il y a autour de cette marque-là. Donc voilà, ça permet un petit peu de mesurer et de se jauger. Christine nous demande la question, quel est le domaine qui a commencé à l'appliquer en France? C'est principalement au démarrage l'industrie du tourisme et les e-commerçants qui ont été les premiers. Maintenant, tout le monde l'applique, que ce soit l'assurance, les vendeurs de voitures, le B2B, le B2C. Aujourd'hui, c'est vraiment l'indicateur le plus utilisé. Je vous ai mis également, donc ça vous pourrez le relire, quelques Net Promoter Score par industrie, par secteur. Donc certains sont un petit peu plus âgés, anciens, donc c'est des Net Promoter Score de 2015. Il n'y a pas eu d'études plus récentes comparatives en France, en tout cas versus secteur par secteur. Donc là, c'est les dernières informations qu'on a. Mais moi, il y a surtout la slide suivante qui m'intéresse et qui fait relever beaucoup de choses. Là encore, c'est une donnée qui date de 2015. Mais qui nous montre que les gens qui notent le plus durement en Net Promoter Score sont les plus jeunes. Donc ça veut dire que les plus jeunes ont plus d'exigences que les plus anciens. Et ça se voit évidemment dans toutes les enquêtes que l'on peut produire nous de notre côté. On voit que les plus jeunes ont vraiment un taux d'exigence très 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 important et ça se matérialise très vivement dans les résultats de Net Promoter Score. Donc si vous avez justement une incidence sur les âges, ça par contre beaucoup plus que la notion Île-de-France-Province par exemple, les âges, on voit vraiment une notion de différence très très importante là-dessus. On va aller maintenant sur le Customer Effort Score. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent et l'utilisent. C'est un indicateur qui est principalement utilisé dans les services clients car il est tourné vers le client. Cet indicateur, il renseigne sur le niveau d'effort déployé par un consommateur pour entrer en contact ou pour avoir une réponse de la part d'une marque. Donc du coup, la question elle est la suivante. Quel niveau d'effort avez-vous dû déployer pour que votre demande soit traitée, ou pour recevoir un devis de notre part, ou pour être recontacté par un conseiller? Est-ce que vous nous avez appelé une fois, deux fois, trois fois, etc. Et donc on demande au client de remplir une échelle de 1 à 5. La pondération elle est très simple, elle est elle aussi de 1 à 5, et on a un calcul automatique qui lui aussi va de 1 à 5. Donc là encore, c'est un indicateur très simple dans son utilisation. Le CES, comment on lit et comment on l'interprète? Tout d'abord, c'est une note de 1 à 5, comme je vous le disais tout à l'heure. Là aussi, ce qu'on va chercher à mesurer, c'est plutôt principalement les évolutions du CES dans le temps. Le but, c'est de donner une vision claire et non pas imaginée sur le fait que les clients ressentent plus ou moins de difficultés à obtenir des réponses de votre part. Je vais vous donner un exemple. Vous avez choisi de mettre en place ces dernières années une stratégie de digitalisation pour tout ce qui est le suivi de vos factures, ou pour tout ce qui est le suivi de vos demandes, de devis, etc. Pour certains de vos clients, ça va leur faciliter la vie, parce qu'ils sont plus dans le digital. Pour d'autres clients qui n'étaient pas du tout habitués au digital, à l'internet, etc., vous allez leur complexifier la vie, parce que pour eux, c'était plus simple d'imprimer quelque chose, de le mettre dans une enveloppe et de timbrer. Ça va dépendre des personnes, et c'est vraiment selon quoi cet indicateur-là, il sert de mesure, c'est qu'on va vraiment demander l'avis de la personne vis-à-vis de son ressenti propre. Alors, pourquoi on ne demande pas le niveau de facilité versus le niveau d'effort? Ça peut être fait aussi, mais là encore, comparer les deux pourrait être hasardeux dans certains cas, très pertinent dans d'autres. Donc là encore, Peggy, ça va dépendre un petit peu de la thématique, du contexte qui vous entoure, et c'est selon quoi aussi on peut vous conseiller, évidemment. On a aussi ce qu'on appelle le First Contact Resolution. C'est un indicateur, là, très clairement de service client. On l'appelle aussi First Call Resolution parce que historiquement, il était fait dans les call centers
pour si on avait su traiter la demande d'un client en un seul coup de fil, en un seul appel. Donc là, c'est vraiment dans une optique de fidélisation, il s'intéresse à la performance des centres d'appel en mesurant les capacités à répondre à un client en une seule fois. C'est ce qu'on appelle aussi dans certains secteurs le once and done, c'est-à-dire en une fois, on a traité toute la demande et donc du coup on passe à autre chose et donc du coup on est plus rentable puisqu'on a su travailler bien du premier coup et on a créé aussi généralement de la satisfaction chez le client. First and done, idem. Oui, oui, tout à fait, Mathieu. On est sur le même. Chacun a son mot là-dessus. Donc, comment on va construire la question? Avons-nous résolu votre problème lors du premier appel? C'est un simple oui/non. Avez-vous eu besoin de nous recontacter plus d'une fois pour résoudre votre demande? Ça va dépendre là encore un petit peu du contexte, la façon dont on va poser la question. Mais là, on est sur un simple oui/non. Donc, on aura tout simplement un simple taux de résolution si on l'exprime notamment suite à une enquête. On peut avoir, c'est intéressant, des first contact resolution par canaux de contact. Vous avez un canal chat sur votre site internet, vous avez un canal courrier, vous avez un canal téléphone, on va pouvoir le mesurer par type de canal. Donc ça, du coup, ça a de la pertinence et on va pouvoir l'utiliser, cet indicateur, soit comme un indicateur de qualité d'un service client avec un score du coup de performance, soit peut-être vos managers vont aussi l'analyser comme un indicateur de rentabilité. Puisqu'en effet, plus on travaille vite et bien, plus le poste de travail de votre call center sera rentable. Donc il y a deux niveaux d'interprétation possibles à cet indicateur-là. On a ensuite ce qu'on appelle le VAR. C'est le plus compliqué des 5 que l'on a vus aujourd'hui. Là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin, donc de dépasser les attentes d'un client. C'est l'un des derniers arrivés dans la famille, mais il s'est moins déployé, parce que tout simplement, il est plus complexe. Et comme je vous le disais aujourd'hui, un bon indicateur doit être simple dans sa mise en œuvre et dans sa mise en place. Celui-ci est plus complexe et il n'est pas adapté à tous les secteurs, parce qu'il faut déjà être dans un secteur concurrentiel avec des marques clairement identifiées par tous les clients. Donc là, c'est un outil de mesure de fidélité plus efficace que le taux de satisfaction, parce qu'il va permettre de savoir, pour les entreprises, savoir qui sont les concurrents sur lesquels on doit faire le plus d'efforts. Il permet de détecter des axes d'amélioration que l'on doit opérer afin de se différencier de ses concurrents. Et enfin, il va vous permettre de voir à quelle place vous êtes parmi vos concurrents. Je vais m'expliquer un petit peu, parce que c'est, comme je vous le disais, c'est le plus complexe. Et quand je vous disais qu'il est complexe, c'est que voilà la formule de calcul que je vous ai exprimée ici, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail, mais la formule de calcul, c'est celle que je vous affiche ici. C'est tellement complexe qu'il y a des gens qui ont écrit des bouquins sur le sujet. Je vous ai mis la couverture d'un des bouquins qui a été écrit sur ce sujet-là, qui est très intéressant quand on veut vraiment aller chercher à aller plus loin. Il est plus compliqué tout simplement parce qu'il doit poser à la fois des questions de satisfaction, comme on l'a vu précédemment, mais aussi des notions de questions qu'on appelle les questions de classement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il n'est pas non plus adapté à tous les secteurs, puisqu'il faut être sur un secteur assez concurrentiel avec des marques clairement identifiées. Donc du coup, c'est un outil qui peut être un petit peu sectorisé évidemment. Par exemple, si on va vous poser les questions quelle marque de sport préférez-vous, vous allez pouvoir citer Nike, Reebok, Puma, Lecoq Sportif, Adidas, etc. Donc du coup, ça va être un indicateur qui va mélanger à la fois le rang de la satisfaction par rapport au nombre de marques connues et référencées par le client. On va le construire en plusieurs étapes. Première étape, on va établir les marques et les entreprises d'une même catégorie que nous, donc comme je vous l'ai cité sur des marques de sport par exemple. Ensuite, on va poser une question de satisfaction générale sur chacune de ces marques, pour identifier à quel niveau elles sont. Automatiquement, on va mettre un ranking sur chacune de ces entreprises, et ensuite, on va calculer un score au niveau du client. Je vais vous montrer un exemple pour que ça soit plus parlant pour vous. Dans cet exemple, on a deux clients, on a Eric et on a Sonia. Eric, sur notre marque, nous a mis la note de 9. Sur notre concurrent A, il a mis la note de 9. Sur notre concurrent B, il a mis la marque de 10. Ce qui nous classe auprès d'Eric à 2,5. C'est-à-dire que je suis ex aequo avec le second. Sur la satisfaction, pour Sonia, Sonia nous a mis la note de 9. Alors que sur la marque A, elle a mis la note de 7. Sur la marque B, elle a mis la note de 8. Donc du coup, en termes de rang, pour Sonia, on sera au rang numéro 1. Donc du coup,
on va avoir une profitabilité plus importante chez Sonia, parce que quand Sonia va chercher à acheter un article de sport, elle va directement penser à nous, parce qu'elle a un meilleur niveau de satisfaction. Alors que Eric, lui, va d'abord penser à la marque B, puis en même temps la marque A et à la nôtre. Et donc du coup, potentiellement, s'il trouve une réponse chez la marque B, il n'ira pas vers nous. Donc sa profitabilité sera moindre. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus complexe dans la mise en œuvre, mais c'est intéressant quand on cherche à avoir des informations sur notamment la profitabilité d'un client par exemple, ou sa propension, pour le dire très clairement, à dépenser de l'argent chez nous plutôt que chez un concurrent. Donc voilà un petit peu les quelques grands exemples que je pouvais vous donner là-dessus. Donc lequel choisir parmi tout ça? Le CSAT, le FCR, le CES, le VAR, le NPS. Il y en a deux qui sortent du lot aujourd'hui, qui sont à peu près dans 90% des enquêtes de satisfaction. C'est le CSAT et le NPS. Comme je vous ai dit, les autres, après, vont pouvoir être utilisés, notamment le CES ou le FCR, sur notamment des centres d'appel, des services clients. Là, il y a plus de valeur ajoutée. Sinon, il est vrai que le CSAT et le Net Promoter Score sont aujourd'hui très 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 utilisés, évidemment. Ce que je ferai, c'est que dans l'exemple que je vais vous envoyer un email qui va vous permettre de voir quelques exemples de tableaux de bord avec des indicateurs pour vous montrer à quel point, quand on a un vrai tableau de bord avec des KPI, c'est facile de piloter l'interprétation et de piloter sa satisfaction. Donc c'est très important d'avoir ce genre de tableau de bord qui se met à jour au quotidien. Donc ça, je vous enverrai un exemple dans le mail que je vais vous transmettre directement. Johan vous a transmis également quelques liens en plus qui viennent documenter, donner un petit peu plus de détails sur ce que je vous ai indiqué aujourd'hui. Ce que je vous invite à commencer à faire, c'est à commencer à poser vos questions. Donc il est 15h30, n'hésitez pas donc à commencer à écrire vos questions. En attendant, je vous indique le programme de Vocasa. Donc pour ceux qui nous connaissent déjà, Vocasa est très actif sur les webinaires. On donne des webinaires assez régulièrement, quasiment tous les 15 jours, toutes les semaines. Donc ceux qui auront lieu dans les prochains temps. Donc on va avoir un prochain webinaire, donc le 31 janvier, qui se nomme 3 valeurs ajoutées de la mesure de l'expérience client à chaud, qui vient très très bien compléter le webinaire que je viens de donner aujourd'hui. Nous aurons un webinaire très bien compléter le webinaire que je viens de donner aujourd'hui. Nous aurons un webinaire le 14 février sur l'analyse sémantique, un outil indispensable à votre connaissance client, donc là qui va aller plus loin sur les éléments qualitatifs des questions ouvertes. Un webinaire très 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 complémentaire de celui que je viens de donner aujourd'hui, qui est vraiment dédié sur NPS, CES et CSAT. Pourquoi utiliser des graphiques en jauge plutôt que par exemple des histogrammes ou des diagrammes en barre, etc. Donc ça sera le 28 février à 15h30. Pour ceux qui sont venus au webinaire d'aujourd'hui, surtout n'hésitez pas à vous enregistrer aussi pour ce webinaire. On aura ensuite les 10 erreurs à éviter quand on rédige un questionnaire. Très très bon webinaire pour améliorer vos questionnaires qui peuvent être déjà en production. Ensuite, on aura les niveaux sur la maîtrise des avis clients qui peuvent vous permettre de booster significativement votre retour sur investissement. Donc ça sera le 28 mars à 11h. Et enfin, on aura 10 conseils d'experts pour réussir vos enquêtes. Là encore, ça peut vous être très utile, qui se jouera le 9 avril à 15h. Donc voilà, donc Johan vous a mis quelques liens de webinaires si certains vous intéressent. Donc je vais commencer à répondre peut-être aux questions auxquelles je n'ai pas répondu. Pour ceux qui ont encore des questions, commencez à les écrire directement. Alors je pense que j'avais répondu à tout. Donc pourquoi, voilà, ça j'y avais répondu. Christine nous demande la limite de ces outils. Alors Christine, peut-être si vous pouvez préciser votre question, parce qu'en soi, ce sont des outils qui n'ont pas de limite particulière, que ce soit d'un point de vue du nombre de données. Nous, Vocasa, on est un outil Big Data donc, qui permet de vraiment avoir un nombre de données très 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 important. On peut même parler de millions de réponses si on veut.
Donc on n'a pas du tout de limite là-dessus. Il y a des limites après, évidemment, dans l'interprétation des résultats que l'on peut en faire. Il faut faire par exemple très attention quand le Net Promoter Score est devenu tellement célèbre qu'on l'a mis par exemple à toutes les sauces, et on l'a mis aussi d'un point de vue des enquêtes RH par exemple. Bien là, il faut commencer à faire attention parce que recommander une entreprise, oui, ça peut être le cas, mais il faut voir ce qu'il y a derrière, il faut voir comment le sondage a été fait, par quels moyens, s'il n'y a pas une influence de l'entreprise, etc. Donc voilà, il y a toujours des limites dans l'interprétation des résultats qu'on peut en avoir, mais en tout cas, il n'y a pas de limite, je dirais, technique sur le nombre de données que l'on peut collecter. Je ne sais pas si, Christine, ça répond bien à votre question. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas, en tous les cas. Autre élément, donc si peut-être que vous l'avez vu apparaître normalement au-dessus de ma tête à un moment donné, vous avez la possibilité de mettre une note à ce webinaire. Donc outre la note que vous pouvez mettre, n'hésitez pas à ajouter également des commentaires s'il y a des éléments que vous auriez aimé voir et que vous n'avez pas vu. Parce que peut-être déjà ils vont être complétés par un des autres webinaires que je vous ai indiqué. Donc voilà, donc ça encore, ça sera à voir. J'attends un petit peu quand même pour savoir si on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, il n'y a pas de mauvaises questions à poser sur ces indicateurs. Donc surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, remarques ou autres. Alors, je vous remercie Marie. Hop. Margot nous dit, merci beaucoup, est-ce que le NPS peut se suffire à lui-même? Non. Je serais assez radical là-dessus. Le Net Promoter Score, c'est bien de l'avoir. Ça n'est que de la recommandation. Comme je l'ai dit, même si le webinaire porte sur la satisfaction client en général, c'est de la recommandation. Donc le webinaire, généralement, pardon, le NPS doit être complété à minima par un CSAT, si on veut véritablement mesurer de la satisfaction, puisque le Net Promoter Score ne mesure pas la satisfaction, il mesure la recommandation. Et très souvent, il est bon de le compléter avec une question ouverte pour avoir un petit peu de qualitatif. Sur une première année, sur un premier élément que vous aurez mis en place, avoir déjà un bon Net Promoter Score, ce qui se met à jour tous les jours, vous serez déjà sans doute très contente, mais vous verrez que vous serez frustré au bout de la première année généralement, parce que vous voudrez creuser un petit peu plus la donnée, parce que le Net Promoter Score, il y a un moment donné où quand vous avez beaucoup de data, justement, il va bouger sur des centièmes ou des dixièmes, par exemple, donc les chiffres après la virgule. Donc du coup, quand vous serez à ce niveau-là, ce que vous aurez envie de faire, c'est d'aller creuser un petit peu dans les informations et donc d'avoir un petit peu plus de qualitatif. J'espère vous avoir répondu, Margot. Fabienne, merci pour vos explications, c'est très clair. Je vous remercie Fabienne. Merci Samira. Marie-Ève, cela se met en place facilement sur le web. Comment cela se passe-t-il en magasin? En magasin, il y a différentes manières de le faire. Il y a tout d'abord on peut mettre à disposition donc, des tablettes ou des boards tactiles qui peuvent se mettre en place pour faire remonter ces types d'indicateurs-là. Là, du coup, il faudra des questionnaires très très courts. Quand je dis très court, on parle de 5 questions généralement un maximum, parce qu'il faut que les gens répondent rapidement. Ou alors ça peut se faire, nous on le fait dans des magasins de marques de textiles notamment, pour les clients qui ont une carte de fidélité, quand ils passent en caisse, on sait qu'ils sont passés en caisse, donc automatiquement on leur envoie une enquête par email aussi. Donc ça peut se faire par email, même sortie de magasin. Margot, ok, merci à vous également. Florent, d'accord, parfait, il n'y a pas de questions. Marie-Ève, j'espère vous avoir répondu. On a aussi d'autres manières, hein, Marie-Ève, de le faire. Il y a ce qu'on appelle des petites bornes ou des petits déclencheurs qui peuvent se mettre sur des affiches, ce qu'on appelle soit ça peut être aussi des QR codes un petit peu plus à l'ancienne. Donc on a tout ça qui peut se mettre en place. Harry nous demande, est-il possible de corréler la satisfaction avec le chiffre d'affaires? Oui, tout à fait, dans la mesure où l'information chiffre d'affaires est présente dans le système de jeu de données. Donc là, c'est intéressant, c'est encore plus intéressant d'avoir la satisfaction par typologie de clients. Vos clients peut-être, je sais pas, grand compte, petit compte, moyen compte, etc. Ou vos clients célibataires, familles, selon les secteurs que vous êtes. C'est aussi intéressant de le faire comme ça, mais de le corréler par chiffre d'affaires,
par région, comme le disait tout à l'heure aussi, je sais plus qui en parlait sur les critères géographiques de localisation, c'est aussi intéressant. Donc oui, pas de souci pour le faire, à partir du moment où l'information est disponible, évidemment. Alors, je regarde si j'ai pas oublié de questions. J'espère pas. Si certains ont encore des questions, n'hésitez pas à les écrire. Sinon, bah, comme je vous l'ai indiqué en début de webinaire, on va vous transmettre à tous le document de présentation. Et donc, du coup, bah, vous aurez les informations. Vous aurez tous également mon email et mes coordonnées si vous souhaitez me contacter. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc on a affiché également notre numéro de téléphone et notre email si vous avez envie de creuser ou si vous avez envie de conduire un projet directement. Donc n'hésitez pas pour cela à nous contacter. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc je vais vous souhaiter à tous une bonne fin d'après-midi. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations et surtout que ce webinaire aura eu de la valeur ajoutée pour vous. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.